que ça va conditionner plein de choses différentes après, notamment sur les techniques d'arrimage, comment il faut les appliquer correctement. Donc ici, on dit que le système de sûreté de chargement, vous vous souvenez de la définition du système de sûreté de chargement? J'insiste fortement là-dessus, mais c'est parce que c'est important. Ça va? Donc on a déjà vu qu'il devait pouvoir subir 0,8, 0,5. Et maintenant, on vous dit aussi que ça doit être, pour fixer ou retenir un chargement dans ou sur un véhicule doit être adapté aux mesures, à la forme, à la consistance et aux caractéristiques du chargement. Et je reviens encore sur mon exemple, la fameuse boîte en carton. Ben, si on tape une sangle par-dessus et qu'on commence à tendre, qu'est-ce qui va se passer? On déforme tout. Donc c'est bien la preuve que cette technique n'est pas adaptée en fonction de quoi? De la consistance et des caractéristiques du chargement. Et donc on peut être verbalisé pour ça. Alors, on vous dit aussi, ce qui est important, hein, c'est qu'il doit être conçu et développé aux fins pour lesquelles il est utilisé et être entretenu conformément aux spécifications du constructeur. Et on revient sur le problème du quoi? Du guide utilisateur. Pourquoi? Ben, il y a quelquefois des gens qui ont interprété de façon tout à fait, je vais dire, de bonne foi, hein, comment utiliser le matériel d'arrimage, parce qu'on ne leur fournissait pas justement ce guide utilisateur, et donc quelquefois ils pensent qu'ils l'utilisent bien, et que ce n'est pas nécessairement le cas. On en reparlera aussi dans la partie spécifique matériel d'arrimage. D'accord? Alors, le fameux code de bonne pratique européen, qui est une référence qui est reprise dans l'arrêté royal. Donc je dis, hein, donc 45 bis 6, on vous dit quoi? Ben voilà, si vous voulez respecter les normes de l'arrimage, vous allez dans le code de bonne pratique européen, on vous explique tout. Et si vous respectez ce qu'il y a là-dedans, eh bien c'est bon, vous êtes arrimé comme il faut. Ah ben heureusement qu'il y a des formations pour l'expliquer, hein, voilà. Parce que quand on lit le bouquin, il y a des trucs qui sont facilement accessibles et d'autres qui sont un peu plus techniques et un peu plus compliqués. Donc c'est le but justement de tout ça. Mais ça veut dire que ça fait aussi une référence légale, ce truc-là. Hein. Puisqu'on vous dit, si tu veux savoir comment il faut faire, tu vas voir là-dedans, ah ben on va aller voir dedans. Ok? Donc quelqu'un qui vous charge et qui vous lui expliquez gentiment, ça ne va pas trop ton voisin, qui dit, m'en tape complètement, c'est ton problème, c'est pas le mien, eh bien il est pénalement responsable. Ok? Donc ça coûte quand même pépette, hein, ça. Okay. Donc moi j'ai déjà eu le cas, okay, un contrôleur qui n'a même pas verbalisé le chauffeur, mais qui est arrivé chez le patron avec la petite enveloppe. Hein. 3 000 €. Quand on ne donne pas des sangles qu'il faut, le matériel qu'il faut pour dire que le chauffeur puisse travailler correctement, et qu'on constate que la mauvaise foi ne vient pas spécialement du chauffeur, ben à un moment donné, c'est le co-responsable qui paye l'amende aujourd'hui. Donc là, c'est pas difficile parce que pour le contrôleur, ben, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Donc là, tu ne commences pas à dire, tiens, est-ce qu'il a suffisamment sécurisé? C'est qu'il n'a rien fait. Donc en Allemagne, j'aime bien leur principe. Hein. Donc on vous demande, est-ce que vous pouvez régler le problème vous-même? Non, ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, monsieur. Ah ouais. Ils appellent une société qui vient avec engin de manutention, tout nouveau matériel d'arrimage, et puis de ça, vous avez la facture, plus l'amende. Hein. Donc là, quand tu reçois, parce qu'en plus, c'est clair que la société ne vous fait pas un prix d'amis. Hein. Ah ouais, ça, ils vous voient arriver à des lustres. Donc, en Belgique, c'est plus ou moins le même principe. Le seul truc, c'est que si vous ne pouvez pas régler le problème vous-même, sur place, on ne peut pas vous imposer une société. Donc, on va vous donner une liste de toutes sociétés dans les environs qui existent. Si vous êtes du côté de Liège, vous aurez même une société allemande, par exemple, qui peut venir vous aider pour arrimer correctement. Par contre, vous serez bien immobilisé le temps que ce soit remis en conformité. Ça, c'est clair et net. Si en plus vous tombez juste à côté d'un poste de circulation de la police de la route, ils vont vous escorter jusqu'au poste de circulation. Si tant que c'est pas fait, eux, ils ont le temps. Hein. À 4h30, monsieur, nous on ferme. Donc vous pouvez... Tu prends ton tracteur, tu sors, à demain matin. Et ça peut durer très longtemps et ça peut coûter très cher. Okay. Exemple encore que j'ai connu, transport de fer que l'on utilise pour le renforcement du béton, super mal armé, immobilisé sur place. Le problème, c'est qu'ils ont mis 3 heures pour remettre en route, enfin pour remettre correctement le chargement en ordre, mais pendant ce temps-là, il y a une grue qui était sur le chantier, qui attendait pour décharger et qui était louée à l'heure. Donc la patronne était super contente, hein, parce que pendant 3 heures, je crois que c'était celle-là 2 500 € de l'heure. Donc elle s'est pris 7 500 € sans payer d'amende.
parce que ça lui a coûté de l'argent, le fait d'avoir immobilisé son véhicule sur place. Voilà. Donc vous voyez qu'indirectement, ça peut vous coûter très cher. Okay. Donc il y a de plus en plus de contrôles dans le domaine, hein. Ne vous leurrez pas. Encore une fois, une petite statistique sur les contrôles routiers. 37 véhicules contrôlés. Et vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre étrangers et belges. Ça aussi, c'est une légende urbaine. Comme quoi, on arrête surtout les Belges parce qu'eux, ils payent directement. C'est faux, hein, puisque vous avez l'occasion de payer plus tard. Un étranger, pas. Hein. Il paye directement sur place. Il ne paye pas, il ne part pas. C'est comme en France. Ouais, bah oui. Même si vous êtes belge en France, ce sera le même problème. Okay. Si vous n'êtes pas résident, vous devez payer directement l'amende avant de pouvoir repartir. Et ça, c'est la fameuse directive européenne qui sera d'application pour 2018. C'est là, entre autres, on dit que les contrôleurs doivent être formés de façon adéquate pour le contrôle à l'image. Et là, vous allez voir que, et ça va normalement se généraliser pour beaucoup d'infractions, on va classifier les défaillances ou toute infraction mineure, majeure ou critique. Donc ici, vous avez quelques exemples du tableau de référence que les contrôleurs vont devoir utiliser, entre autres, pour déterminer si votre infraction est mineure, majeure ou critique. Alors, dans l'arrimage, on parle toujours d'un principe de base. C'est quoi? Voilà, j'ai mis mon chargement sur mon porteur, okay, et il est là, et il est statique. Et il ne doit surtout jamais devenir dynamique. Parce que là, on change complètement les règles du jeu. Voilà. Un chargement qui prend une force dynamique, c'est une catastrophe. Même quand on a une paroi qui est renforcée. Ça n'a rien à voir. Votre paroi renforcée, elle est prévue pour quoi? Pour venir subir une poussée statique et pas dynamique. Et là, même si les 15 cm pour moi c'est une référence un peu loufoque, okay, parce que dès que votre chargement prend un mouvement, quelle que soit la distance, ça devient déjà dangereux. Mais là, on met comme référence 15 cm. Et on dit, ben voilà, si votre chargement prend un déplacement de plus de 15 cm, il passe de la position statique à la position dynamique, et c'est super dangereux. Dans la loi, il y a vraiment pour un cas de transport particulier, on oblige d'avoir un écran qui est séparé de la cabine, notamment pour le transport de tout ce qui est grand élément. Donc, les grandes poutres métalliques, les grandes poutres en béton, les grands tubes, ou tous des trucs comme ça, ou le transport de grumes. Okay. En principe, ils doivent avoir un écran séparé de la cabine. Et l'arrêté royal est clair là-dedans. Hein. On détaille bien, et c'est notamment dans celui-là aussi que l'on retrouve quoi? Comme quoi vous devez avoir un nombre de points d'ancrage suffisant et assez résistant pour faire le transport de choses, pour les plus de 7 tonnes. Donc là, la paroi, même si vous en avez une, et si elle n'est pas certifiée, en fait, elle ne sert à rien. J'ai une question. Oui. Les grumes, la grue qui est derrière, ou devant la remorque, oui, est considérée comme paroi? Non. Mais il n'y a aucun camion qui est en ordre alors au niveau grume. Bienvenue dans le monde de l'arrimage. Alors, il faut bien aussi comprendre que là, on parle de surtout ce problème-là, c'est quand on fait la technique par blocage. Et la technique par blocage, elle consiste en quoi? À venir contre une paroi dont on connaît la résistance, et on sait que quand le chargement va venir la solliciter, ben, c'est bon, c'est sécurisé. Si on n'y arrive pas, encore une fois, comme je disais tantôt, on doit décaler de la paroi parce qu'on doit respecter la répartition de la charge, c'est pas un problème. Il faut simplement venir mettre autre chose entre la paroi et la qui va empêcher votre chargement de bouger. Donc c'est surtout dans l'application de la technique par blocage, si vous l'utilisez, pas de souci, à condition de l'utiliser correctement. Et pour l'utiliser correctement, il faut que votre chargement reste statique, surtout jamais dynamique. Parce que même une paroi renforcée, vous allez passer à travers, quoi. Alors, moi je dis tout le temps à la fin de la partie législation, même si vous n'êtes pas spécialement motivé à respecter les lois édictées par les hommes, n'oubliez pas que les lois de la physique, elles, s'appliqueront toujours. Parce que c'est ça, en fait. On a édicté des lois, ici, pourquoi? Parce qu'on est bien conscient que ces phénomènes physiques existent, et qu'on a essayé de trouver des choses pour dire de pouvoir les contrer. Maintenant, on peut toujours contourner la loi par les hommes, hein. Sauf que les lois de la physique, il faudra vous adresser à un mec beaucoup plus haut pour dire de pouvoir les neutraliser. C'est le patron tout au-dessus, c'est lui qui a édicté les lois de l'univers. Ici, j'ai mon chargement qui est constitué d'une quantité de matière. Hein.
Alors cette quantité de matière, je peux la déterminer. C'est pas difficile. Je vais simplement mettre, que ce soit ma palette, que ce soit un engin ou ce que je veux, le mettre sur une balance. Et là, je vais déterminer sa masse. Or, tout le monde connaît, je pense, les unités de mesure que l'on utilise pour la masse. Une balance, qu'est-ce qu'il y a? C'est des Kilo. Voilà, il n'y a pas de piège, les gars. Et je ne mets pas de points à la fin, donc profitez-en. Donc j'ai ma masse. Et ce sont des kilos. Alors, cette masse est influencée par une force qui existe de façon naturelle. Elle joue là, maintenant, sur nous, tout le temps, okay, et qui vient pousser du haut vers le bas sur mon chargement. Okay. Cette force est une accélération que l'on appelle la gravité. La preuve, je soulève, je lâche. C'est la gravité qui dit « Viens ici, mon ami ». Ok? Alors, pour info, l'unité de mesure, ce sont des mètres par seconde au carré. Et j'ai donc la gravité. J'ai mon chargement qui fait 10 000 kg. Et on va voir tantôt, on va pouvoir utiliser des parois qui sont renforcées. Comment je vais le savoir? Certificat. Et il est marqué sur mon certificat combien résiste ma paroi. Et ici, je vais regarder et je vois que sur ma paroi, 10 000 décanewtons. Et la question que je me pose, est-ce que mes 10 000 kilos vont être sécurisés par ma paroi qui fait 10 000 décanewtons? Pour moi, oui. Question numéro 1. Est-ce que c'est 10 000 kilos que je dois sécuriser, moi? Non. C'est combien? 8 fois plus. Non, c'est x0,8, donc tu as... Fois 0,8, donc 80%. Oui. 0,8, 0,5, on se souvient? Je vous l'ai dit, ça va revenir... Ben oui, moi, ce n'est pas une masse de 10 tonnes que je vais devoir sécuriser. Mais c'est 80% de ces 10 tonnes qui vont donner une force de 8000 décanewtons. Et est-ce que ma paroi de 10 000 peut supporter une force de 8000 à condition qu'il n'y ait pas d'espace libre, que les 8000 décanewtons viennent pousser contre ma paroi? Bah ouais, ma paroi elle est plus résistante, donc il n'y a pas de souci. Mais ça veut surtout dire que si je fais cette comparaison-là simplement masse-résistance, je risque de sous-employer mon matériel d'arrimage. Parce que là, si je mets 11 tonnes, est-ce que mon chargement sera toujours sécurisé par ma paroi qui fait 10 000? Oui, parce que c'est pas 11 tonnes, c'est 80% de 11 tonnes. Je pourrais même mettre, en fait, 12 500 kg contre ma paroi. Alors, il existe une autre force, qui existe aussi de façon naturelle. Et celle-là, elle est plutôt sympathique. Glissement. C'est quoi? Glissement. Glissement, oui. Friction. Friction. C'est la friction. D'ailleurs, c'est pour ça que ça fait du bruit. Donc on entend, ça frotte. Alors, la friction, elle a quoi comme avantage pour nous? Eh bien, c'est qu'elle joue contre l'accélération. Sauf que, de façon naturelle, ici, j'ai une palette en bois. Sur du bois. Sur du bois, c'est même ce qu'on appelle type bakélisé. Ok. Eh bien, je sais que ça a un coefficient de friction de 0,3. Comment je le sais? Il existe des tableaux préétablis et qui vous disent, ben voilà, quand tu as du bois raboté ici, okay, contre une surface bakélisée comme ça, on a un coefficient de friction de 0,3. Comme on avait un coefficient d'accélération 0,8, 0,5, on va avoir aussi un coefficient de friction de 0,3. Mais le problème, c'est que l'accélération, elle est plus haute que la friction. La plupart du temps, de façon naturelle, on a toujours une accélération qui est plus petite. Et 0,8, et puis à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as que 0,3, et voilà, et ça glisse. Et c'est pour ça que le chargement glissera. D'accord? Et bien maintenant, on a quasi toutes les valeurs pour bien comprendre pourquoi un chargement, quel que soit son poids ou sa masse, ça va quand même bouger. Parce que la masse n'influence absolument pas le fait qu'un chargement glisse ou ne glisse pas. Tapis caoutchouc. Les tapis antidérapants.
Maintenant, sur les tableaux qui existent, que vous avez notamment un exemple dans votre bouquin, on vous donne une référence. Mais ça reste qu'une référence, le problème. Parce que du bois contre du bois, même si c'est raboté, ou même si c'est du bois brut, c'est quel type de bois? Donc il y a des marges, quoi. Un bois pourra très bien avoir une friction de 0,3, mais un autre peut avoir une friction de 0,4. Donc, par contre, ce qui met tout le monde d'accord, c'est ça. Pourquoi? Parce que ça, il y a un certificat qui est livré avec ça. Et quand on en achète, il faut le réclamer, ce certificat. Pour voir si ce n'est pas du Made in China. Hein. Okay. Et ce certificat vous garantit quoi? Eh bien, quelle que soit la nature de votre plancher, et quelle que soit la nature de votre chargement, vous aurez au minimum une friction de 0,6 avec ça. Au minimum. Autre caractéristique que l'on vous donne sur le certificat, le poids maximum que ça peut prendre. Ce modèle-là, c'est déjà 100 tonnes au mètre carré. Eh bien, il me reste quoi? 20% de la force totale à sécuriser. Ou si vous préférez, quasiment plus rien à faire. Parce qu'il y a au moins, normalement, un truc que les gens retiennent à la fin de la formation, c'est que quand tu peux mettre des tapis, il faut en mettre. Parce que ce qui te reste encore après à faire, c'est quasi plus rien. Attention que ça n'empêche que le chargement de glisser, et pas de basculer. Voilà. Maintenant, je vais empêcher mon chargement quand même de partir dans toutes les directions. Et je n'ai pas encore mis une sangle. Et il ne me reste plus que 20% du travail à faire. C'est pas beau la image? La première chose à laquelle je dois faire attention, c'est propre. Ah ouais, il faut que ma surface de travail soit propre. Pourquoi? Parce que si on dit qu'on part avec une friction de, sans tapis, 0,3, ben c'est bois contre bois. Et c'est pas bois, couche de crasse et bois. Exempt de gel, de neige et de glace. Je prends toute la surface ici qui va être occupée par tapis antidérapant. Et ici, je prends 4 morceaux. Et je mets un palais dessus. Aux extrémités. Alors, écoutez bien ce que je pose comme question. Hein. Est-ce que vous pensez que sur le plan efficacité de la friction, il y a une différence par rapport à là et là? Oui, bah ouais. Pourquoi? Non. Et si je prends des palettes, c'est pas fait pour rien. Pourquoi? Parce qu'ici, comme je les ai mis seulement sur les extrémités, qu'est-ce qui se passe sur ma palette? Au milieu, c'est oui. Ah oui. Et qu'avec le poids que je vais déposer sur ma palette, on risque... Ah oui, parce que j'ai surélevé ma palette sur les tapis, et je risque qu'ici, elles viennent flancher, et là, la palette va glisser. Ça touche. Ah ouais. Et ça, c'est pas bon. Encore une fois, il faut respecter un principe. Et après, le nombre de tapis que je mets, la superficie occupée, ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui tous les jours travaillez là-dessus et qui devez dire, ben voilà, moi dans ce cas-là, je préfère mettre ça comme ça parce que c'est plus facile. Comme les tapis antidérapants, lesquels il faut utiliser, la taille qu'il faut. Ça c'est vous qui voyez. C'est vous qui travaillez tous les jours avec. Moi je n'impose pas. Il faut simplement respecter un principe pour que ce soit efficace. C'est qu'il faut isoler complètement sa plateforme de son chargement avec les tapis antidérapants et il ne peut plus y avoir d'autres surfaces de contact. Pourquoi? Parce que la force, elle va tout le temps du côté où c'est le plus facile d'aller. Et elle va prendre quoi comme référence? La friction la plus petite. Les contrôleurs, check ça. Hein. Pour voir, c'est bien que tu as mis des tapis antidérapants, mais il faut qu'ils soient efficaces. Par contre, approche psychologique du contrôleur, il ouvre votre camion, il voit tapis antidérapant, nickel, bien mis, ça a l'air d'être mis la même chose partout. Je ferai une petite remarque avec ça, faites attention quand même. Et il voit sangle, ok, installé, bon état et tout. Quelquefois, le contrôle s'arrête là. Qu'est-ce que j'ai dit? Il ne faut pas attirer le contrôle visuellement. Hein. Bah ouais. Parce qu'ils savent que les tapis antidérapants, c'est efficace. Que si en plus, tu as remis des moyens d'arrimage pour neutraliser le reste des forces, que tu es certainement très proche de la vérité. Beaucoup plus proche que peut-être 10 derrière qui passent et qui n'ont rien du tout. Voilà. Donc, déjà ça. Alors, faites attention, ne mettez pas seulement des tapis sur les dernières palettes. Hein. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, ça très proche. Vous pouvez toujours prendre le contrôleur pour un idiot, n'oubliez pas que le contrôle, c'est quand même son boulot.
parce que je l'ai déjà vu. Hein. Ouais. Donc, palette de pièces détachées pour voiture. Donc, c'est les casiers en métal, là. Hein. Et quand tu ouvres le camion, tu vois rien du tout. Hein. Pas de chance, c'était un débâché. Le top contrôleur qui dit, ok, débâche sur le côté. Parce que là tout était nickel. Hein. Donc, les palettes à l'arrière, sangle, tapis antidérapant, bravo. Sauf que quand il a débâché, il n'y avait rien du tout derrière. Ah ouais. Alors là, t'as le type qui commence à devenir rouge, vert, bleu. Toi, tu m'as pris pour un con. À mon tour maintenant. Hein. Autre chose pour l'application correcte des tapis antidérapants. Bon, je reviens. Hein. Accélération vers l'avant. 0,8. Tapis antidérapant. 0,6. Il me reste encore 20% de la force totale à sécuriser. Ben voilà. J'ai une paroi, certificat à l'appui, qui me garantit que les 20% vers l'avant, nickel, c'est sécurisé. Il me reste encore les autres directions, parce que mon chargement, je dois l'empêcher de glisser dans toutes les directions. Vers l'arrière, sur les côtés. Tapis antidérapant, 0,6. Accélération sur l'arrière et les côtés. Est-ce que je pourrais rouler comme ça? Oui. Théoriquement, c'est bon, là. Ouais. Mon chargement est vers l'avant, il s'est plus avancé. Vers l'avant, ils ont les côtés avec les Le centre de gravité, s'il est trop. Pas de problème pour le centre de gravité. Il n'y a pas de centre de gravité qui est déporté. Mon chargement ne risque pas de basculer. Chargement stable. Il ne risque que de glisser. Moi, j'aurais aimé pour Bah ouais, pour avoir la conscience tranquille et Mais le stress. vous avez raison, hein, mais en fait, c'est parce que, bon, l'expérience vous dit qu'il faut le faire. Maintenant, ça, c'est sur la théorie. Et sur la pratique. Dans la pratique, qu'est-ce qui va faire qu'on va quand même devoir mettre une C'est un accident, quoi. Non. C'est un accident. Alors, Chargement, il est petite pas- remarque importante quand même que vous soulignez. en cas que le camion se retourne. Conditions de route normale. Dans la définition de conditions de route normale, à quoi vous devez sécuriser votre chargement, hein, c'est marqué comme ça. C'est pas un accident. Un accident, ce ne sont pas des conditions de route normale. Et donc, si un contrôleur vous dit, on ne sait jamais si ton véhicule bascule, tu mets comme connerie. C'est pas ça l'arrimage. Sinon, on prend tous des tollés, on met mousse polyuréthane, t'es sûr qu'il n'y a plus rien qui va bouger, même si tu fais des cumulés. Non, il faut raison garder, quoi. Les forces physiques pour lesquelles c'est calculé, c'est dans des conditions de route normales. Et un accident, ce ne sont pas des conditions de route normales. Maintenant, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Parce que quand on a arrimé correctement et que vous avez un accident, ça évite le double effet qui se coule. À savoir que ce que l'accident n'a pas réussi à faire, que le chargement ne vienne pas finir le travail. Ça, par contre, c'est toujours intéressant d'arrimer correctement, aussi rien que pour ça. Ok? Non, non, pas en cas d'accident. Allez, pensez à la définition de conditions de route normale. Je vous ai dit, même ça, c'est caractéristique aux routes belges. Ouais. Il saute. Ça saute. Ouais. Qu'est-ce qui fait l'efficacité de la friction? Ben, c'est le contact entre ça et ça. Là, j'ai 0,3. Là, j'ai plus 0,3. Là, j'ai 0,6. Là, j'ai plus 0,6. C'est la force de gravité qui, naturellement, vient mettre en contact. Le problème, c'est qu'avec les trous que l'on a sur la route, eh bien, on a une accélération contraire, parce que la force de gravité, les 9,81, c'est en fait équivalent à 1 G, qui vient pousser comme ça. Et bien, de l'autre côté, à cause des trous, on a une accélération contraire qui peut aller jusqu'à 0,2. Ça, c'est statistique allemande. Hein. Donc, sur les routes belges, peut-être que c'est autre chose. Sur les routes belges, c'est 0,5. C'était la petite. Ok.